Mesdames, Messieurs, bonjour, midi 15, 12h en temps universel. Au micro, Mahmoud Ibrakan, voici les titres du midi. Noël, la commémoration de la naissance de Jésus-Christ, demain 25 décembre. Le réveillon ce soir, très attendu, la traditionnelle messe de minuit. Déclaration de l'archevêque de Dakar ce midi, Monseigneur Benjamin Ndiaye lance un appel pour une élection présidentielle libre, transparente et sans violence. Le pape François s'adressera à la ville et au monde entier. Rome et le Vatican sont placés sous haute surveillance. Des milliers de fidèles attendus sur la place Saint-Pierre pour écouter le souverain pontife. Le gouvernement en Père Noël baisse de 1000 francs des tarifs de l'autoroute à péage Dakar-AIBD. La mesure annoncée par l'APIX est effective à partir d'aujourd'hui. Mort de l'étudiant Fallou Sène à l'UGB de Saint-Louis, un dossier au point mort dénonce un avocat. L'étudiant a été tué il y a 6 mois lors d'un affrontement avec des gendarmes dans l'enceinte de l'université. En sport, Ligue des champions africaine, après son élimination, le Jaraaf risque des sanctions disciplinaires après les violences qui ont émaillé son match contre le WAC de Casablanca à Dakar. L'actualité internationale, le Gabon, le président Ali Bongo hors du pays depuis 2 mois pour cause de maladie. Une vacance du pouvoir décriée par l'opposition. Nous ferons le point. Et puis dans la deuxième partie de ce midi, le portrait du professeur Gabriel Ngom, un passionné de médecine qui a réussi à séparer les siamoises à l'hôpital des enfants Albert Royer. Une des jumelles est malheureusement décédée 48 heures après l'opération. Bienvenue, la fête de la Nativité ce soir. L'Église catholique à travers le monde est à pied d'œuvre. Noël est un des événements les plus importants dans la vie de l'Église. Un moment de partage et de solidarité. Les textes du jour sont empreints d'espoir pour un monde de paix, de justice et d'amour. Antoine Diouf nous embrasse. Noël est l'une des fêtes catholiques les plus marquantes. Et c'est pour cette raison que l'Église lui a donné une très grande envergure. L'abbé Alphonse Biramdour, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. La fête de Noël est un des événements les plus importants de la vie de l'Église. Il s'agit de commémorer donc la naissance du Christ, qui justement, il y a plus de 2000 ans, est venu visiter le monde, visiter la terre. Nous le savons très bien aussi, Noël, bien entendu, est une fête de partage, de solidarité, puisque Dieu le premier lui-même s'est donné gratuitement à nous. Et donc, dans ce sens-là, il nous envoie aussi vers les autres pour leur apporter la joie, la paix, partager ce que nous sommes et ce que nous avons. Au plan liturgique, les textes du jour sont liés aux réalités du monde. Les textes de lecture que nous entendons aujourd'hui sont des textes empreints d'espoir pour un monde meilleur, pour un monde de paix, pour un monde de justice, pour un monde d'amour. Et réellement, c'est là que nous comprenons davantage le sens de Noël que nous vivons tous les ans. Noël est célébré cette nuit dans toutes les églises à travers des veillées de prière. À suivre ce soir la traditionnelle messe de minuit, notamment à la cathédrale de Dakar. Ce midi, la déclaration de l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye à la résidence Les Badamiers. Il appelle à des élections libres, transparentes et sans violence. Au micro de Baba Ndiaye. Nous approchons du 24 février 2019, qui verra notre cher pays, le Sénégal, vivre à nouveau une élection présidentielle. Il est normal qu'un tel événement suscite la noble ambition de servir notre nation. Il est normal qu'à cette occasion, des militants se mobilisent en faveur de leur candidat. Il doit être aussi normal pour nous tous de nous comporter en vrais citoyens responsables et exemplaires dans nos prises de parole comme dans nos faits et gestes. Il doit être normal que les jeunes générations puissent s'appuyer sur les valeurs citoyennes incarnées par leurs aînés. Donnons-nous donc ensemble les moyens de vivre une élection juste, transparente et démocratique. Une élection sans contestation pour garantir la paix sociale au bénéfice de tous.
Soyons des acteurs de la chose politique dans la vérité. Adoptons le langage de la vérité, sans violence verbale, dans le respect de l'autre et de ses convictions. La vérité exige une conformité morale entre notre dire et notre faire. Peuple de croyants, laissons-nous façonner par la parole de Dieu, pour que, comme le proclame le psalmiste, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Alors, la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Benjamin Ndiaye, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar à l'instant. À suivre enfin la déclaration Urbi et Orbi du pape François. La ville de Rome et le Vatican sont étroitement surveillés par la police. 2000 policiers italiens sont déployés sur la place Saint-Pierre où vont se rassembler plusieurs milliers de fidèles. Noël, une fête religieuse, Noël, un festin également. La viande de porc, un repas incontournable. E-Radio s'est rendu au marché Bignona à Dakar où s'approvisionne la plupart des consommateurs. Le kilogramme de viande est vendu à 2500 francs CFA. Un bon rapport qualité-prix, constat fait par notre reporter Oumou Kalsoumba. L'ambiance est à son comble au marché Bignona 6 à Grand-Yoff, fief des vendeurs de porc. Une ambiance bien justifiée car Noël est là. De nombreux fidèles sont venus se ravitailler car la viande de porc est incontournable pour le repas de Noël, ce qui fait l'affaire de ces vendeurs. Ça se passe très bien, comme d'habitude. Oui, les gens viennent depuis le samedi jusqu'à présent. Les gens 2500, il n'y a pas de changement, toujours à 2500. Le prix du kilogramme de porc est homologué. Il est fixé à 2500 francs CFA. Seulement, par moment, ces vendeurs ont du mal à s'approvisionner pour ensuite satisfaire la demande. Donc, vous voyez, il y a une forte demande qui se présente sur le marché et que les vendeurs essayent de satisfaire. Est-ce que les clients viennent? Oui, les clients viennent, franchement. La rareté des porcs. Donc, pour trouver les porcs, déjà, il faut aller jusqu'au coin et recoin du Sénégal, dans les villages de Fatick, de Tamba, de Mbour, de Kaolack. En termes de qualité et de rapport prix, rien à dire, se réjouit Jean-Baptiste. Avec des amis, donc comme c'est la fête, on est chez du porc avec nos amis. L'occasion de passer en famille, quoi. Oui, les prix sont abordables parce que les kilos c'est à 2500. Donc tout le monde sera servi, quoi. Longtemps, le porc a trôné comme plat principal le soir de Noël, traditionnellement en souvenir du sanglier de jadis, sacrifié au dieu Germain de la guerre Wotan. Partager un repas chaleureux en famille à Noël est aussi une tradition bien ancrée au Sénégal. Joyeux Noël et bon réveillon. E-Radio, les infos d'ici et d'ailleurs. Vigilance et anticipation, le chef d'état-major général des armées parle ainsi à ses troupes de la zone militaire sud. Le général Cheikh Gueye était dans la région de Kolda pour s'enquérir des conditions de travail. Une rencontre de remobilisation avec un SEMGA dans les habits de Père Noël. Correspondant Seydou Diatta. Arrivé dans la capitale du Fouladou, dans le cadre de ses visites périodiques, le chef d'état-major général des armées se dit satisfait pour avoir respecté les instructions à la lettre avant de promettre l'amélioration des conditions de travail dans un contexte où la vigilance reste le leitmotiv. Le général Cheikhou Gueye. Le but de venir ici à Kolda, c'est d'abord manquer des conditions de travail et des conditions d'existence de nos hommes. C'est important de voir les instructions que j'ai eu à donner, si elles sont bien appliquées et que ça puisse refléter au niveau de nos hommes. Et comme l'exposé du commandant de zone, ensuite celui du chef de corps m'ont permis d'apprécier, d'avoir tous les éléments pour savoir est-ce que nos hommes sont dans les conditions de travail ou non. Je m'en félicite, j'encourage à persévérer dans cette voie-là. Je vous en félicite et de vous demander de continuer à être encore beaucoup plus vigilant, avoir un esprit anticipatif. Le commandement
fera tout pour améliorer vos conditions de travail. Ça, c'est un. Deuxièmement, s'investir à améliorer vos conditions de vie. C'est sur ces notes d'assurance que le chef d'état-major général des armées quitte la région de Kolda qui se singularise par sa position géographique et son caractère unique de partage de frontières avec 3 pays de la sous-région, mais aussi la porosité des frontières. Sékou Gueye s'est aussi rendu dans le secteur 61 proche de la Gambie avant de boucler sa tournée à la zone 5 de Ziguinchor. Et Radio Kolda, c'est du Diatta. La gendarmerie sénégalaise mise en cause dans la mort de l'étudiant Fallou Sène à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Le dossier judiciaire serait au point mort 6 mois après le décès par balle de l'étudiant. C'est ce que croit savoir un des avocats constitués dans l'affaire. Il soutient qu'il n'y a aucune volonté de faire aboutir le dossier. Awa Diop. Les ministres de l'enseignement supérieur et de l'hydraulique sont persona non grata à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants exigent d'abord l'aboutissement du dossier sur la mort de leur camarade Fallou Sène. Mais si l'on s'en tient à l'avocat de la famille, le dossier est au point mort. Maître Hassan Diomadiaye. Simplement, on ne veut pas que ce dossier aboutisse quelque part. Parce que dès que les faits sont intervenus, d'abord il y a le procureur près le tribunal de grande instance de Saint-Louis qui a diligenté l'enquête. Et au bout de cette enquête, il a estimé que c'était le tribunal militaire qui était compétent. Mais depuis lors, le dossier est au point mort. Aucun acte judiciaire n'a été diligenté. Malgré la plainte adressée au procureur de la République, rien ne bouge, regrette l'avocat. Il y a cette revendication réitérée, constante et souvent réitérée des étudiants. La famille également veut faire son deuil. Et donc pour tout ça, nous avons saisi le procureur pour le tribunal de grande instance de Dakar pour lui dire que la famille entendait se constituer partie civile et que nous souhaiterions que toutes les diligences soient faites. Malheureusement, pour des raisons inexplicables d'ailleurs dans un état de droit, on ne comprend pas pourquoi il y a des blocages autour de ce dossier. L'étudiant Fallou Sène est mort le 14 mai dernier lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre. Depuis lors, le dossier judiciaire n'a connu aucune évolution. Ses camarades exigent la lumière sur les circonstances de sa mort avant qu'aucune autorité étatique ne mette les pieds à l'UGB de Saint-Louis. Toujours dans l'actualité de la justice, le site Juste observe depuis ce matin un arrêt de travail dans tous les palais de justice du Sénégal. Les travailleurs exigent la satisfaction de leurs revendications. Et puis, autoroute Dakar-AIBD, le tarif connaît une baisse. Il passe de 3 000 à 2 000 francs dès ce lundi. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Présidentielle du 24 février prochain, Thierno Bocoum se déclare non partant. Le leader du mouvement Agir renonce à sa candidature et appelle l'opposition à une mutualisation. Bocoum donne rendez-vous dans les prochains jours pour dévoiler le nom du candidat qui bénéficiera de son soutien. Le détail avec Aïssata Ndiaye. Le président du mouvement Agir a décidé de se retirer de la course à la présidentielle de février 2019. Pour Thierno Bocoum, la motivation première de cette décision est la mutualisation des forces de l'opposition qu'il compte initier. Nous considérons que le pouvoir en place est minoritaire, mais l'opposition gagnerait à se regrouper, à être ensemble, à créer des pôles qui puissent faire face au pouvoir. Donc nous considérons aujourd'hui que notre volonté est d'aller vers des ruptures dès 2019 et cela demande énormément de sacrifices. Nous avons pensé que nous devons être les premiers maillons d'une mutualisation des forces et lancer un signal fort aux populations qui doivent massivement sortir et voter pour qu'il y ait un changement en 2019. Aucune certitude concernant le candidat qu'il compte soutenir pour le moment, mais le président de l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République promet de se prononcer sur la question dans les jours à venir. Nous avons enclenché un processus de réflexion sur la question compte tenu des offres programmatiques. Donc, bien entendu, d'ici quelques jours, nous allons nous prononcer sur la question. Mais pour l'instant, nous renonçons à notre candidature et nous travaillons à ce qu'il y ait des pôles qui feront face au pouvoir actuel et rendre effectif le changement tant souhaité par les populations dès 2019. Des retrouvailles avec Idrissa Seck? Oui, ce que j'ai dit très clairement, c'est que nous sommes en train nous avons enclenché un processus de discussion pris en charge par les membres de Agir. Donc nous sommes en train de discuter
discuter et le moment venu, je vous dirai exactement ce qu'il en est. Après Maître Mame Adama Gueye, c'est au tour de Thierno Bocoum et malgré la collecte de 67 591 signatures pour le parrainage dépassant largement le minimum requis, l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République n'aura pas de bulletin pour la prochaine présidentielle. L'actualité internationale sur e-Radio. Fidèle au poste, Bokar Alpha Khan, bonjour. Bonjour Mamoudou. Voilà 2 mois que le président Ali Bongo est hospitalisé à l'étranger suite à un accident vasculaire cérébral. Depuis, il n'est plus revenu au Gabon, plongeant le pays dans l'incertitude. Tout à fait, c'est le 24 octobre dernier, alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite. Le président Bongo, pris d'un malaise, a été hospitalisé à Riyad, où il a été soigné pendant plus d'1 mois avant d'être transféré à Rabat, où il se trouve toujours en convalescence. Aucune date n'a été fixée pour son éventuel retour à Libreville, où il est de coutume qu'il prononce le 31 décembre le traditionnel discours du Nouvel An. Selon un responsable gabonais, il est probable que Ali Bongo fasse ce discours, d'autant qu'il continue de suivre les dossiers les plus importants pour le pays depuis Rabat. Depuis 2 mois, la communication officielle a été rare et partielle quant à la santé du chef de l'État gabonais, alimentant les rumeurs les plus folles sur les réseaux sociaux. Ce n'est que début décembre que le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou reconnaissait qu'Ali Bongo avait été victime d'un AVC. En 2 mois, seule une photo du président avec son ami le roi du Maroc Mohamed VI et 2 vidéos, dont l'une où on le voit avec 3 des plus hauts responsables politiques du Gabon venus lui rendre visite à Rabat ont été diffusées. Ces images où Ali Bongo apparaît toujours assis et ne s'exprimant pas, parce que dans ces vidéos, il n'y a pas de son, eh bien, ces vidéos n'ont pas rassuré sur ses capacités physiques et intellectuelles à assumer ses fonctions. La dégradation de son état de santé entrave-t-elle le bon fonctionnement des institutions politiques, administratives et sociales du Gabon? La réponse est oui. Pour Alexandre Barraud-Chambrier, président du Rassemblement Héritage et Modernité, un parti d'opposition. Et celui-ci se demande qui doit désormais rendre des arbitrages au sommet de l'État, prévenir les risques d'aggravation immédiate des principaux équilibres budgétaires et en assumer le cas échéant la responsabilité politique. Les affaires courantes sont expédiées par le vice-président qui n'avait jusqu'alors que des fonctions essentiellement honorifiques et le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé. La Cour constitutionnelle, présidée par une pièce maîtresse du régime Bongo depuis près de 30 ans, Marie-Madeleine Boransouo, n'a pas déclaré la vacance du pouvoir qui permettrait à la présidente du Sénat d'assurer l'intérim jusqu'à l'organisation d'une élection présidentielle. Mi-novembre, la Cour a en revanche modifié la Constitution pour pallier l'indisponibilité temporaire du chef de l'État en transférant en partie ses pouvoirs au vice-président, provoquant l'indignation de l'opposition qui a dénoncé un coup d'État constitutionnel. Qu'adviendra-t-il a priori en janvier lorsque le Premier ministre, après publication par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des législatives d'octobre remportés par le parti au pouvoir? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand le Premier ministre va devoir présenter sa démission au président comme le prévoit la Constitution? Et lorsque le nouveau Premier ministre et les membres de son gouvernement devront prêter serment devant le président et les juges de la Cour constitutionnelle, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et selon le vice-président Bokar, la continuité du fonctionnement des institutions peut très bien se passer à l'ambassade du Gabon au Maroc. Oui, les Gabonais ont eu un précédent du moins. On cite donc le cas du président Léomba qui, pendant les mois ayant précédé sa mort en 1967, était malade et hospitalisé en France pendant 1 an, et c'est son vice-président qui allait là-bas recueillir ses orientations. C'est à l'ambassade du Gabon à Paris que les décrets étaient signés, que les orientations étaient données. Dans le cas présent, il suffit de 5 heures pour aller de Libreville à Rabat et faire signer les décrets. C'est pas moi qui le dis, c'est le vice-président Moussavou. De sorte que ces décrets peuvent entrer valablement en vigueur. Un scénario inacceptable pour l'opposition, dont plusieurs dirigeants demandent qu'une équipe médicale constituée sur une base consensuelle aille voir le président à Rabat pour déterminer s'il est en mesure d'assumer ses fonctions. Et si ce n'est pas le cas, que la vacance du pouvoir soit décrétée. Pour l'instant, si elle agite la classe politique, l'absence d'Ali Bongo ne semble pas perturber outre mesure les Gabonais de la rue qui restent calmes, l'opposition divisée ne parvenant pas à tirer profit de la situation. Enfin, l'appel à la confrontation avec le pouvoir lancé par l'opposant Jean Ping, qui se proclame président élu depuis l'élection de 2016 et exige toujours la reconnaissance de sa victoire face à Ali Bongo, eh bien cet appel n'a pas été suivi d'effet. On change de sujet et de pays, mais on reste en Afrique centrale. En Centrafrique, la MINUSCA aide à la formation des policiers. Oui, la mission des Nations Unies intervient pour doter l'État centrafricain de forces de sécurité capables de maintenir l'ordre et de veiller sur les populations. Plus de détails avec Aminata Ndong.
La formation est supervisée par la MINUSCA, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine. Le processus a débuté avec le recrutement de 500 étudiants en police pour soutenir l'extension de l'autorité de l'État en République centrafricaine. Colonel Bruno Wayolo, directeur général de la gendarmerie centrafricaine. Financé entièrement par la MINUSCA, ce stage de perfectionnement visait non seulement à compléter et parfaire les connaissances antérieurement acquises par les participants, mais aussi les préparer à un niveau d'efficacité élevé pour faire face aux défis sécuritaires auxquels ils seront confrontés. Au cours de ces 30 jours de formation, les participants ont appris les techniques et procédures d'application de la loi, y compris le maintien de l'ordre dans les zones rurales, les techniques d'arrestation de mineurs et les techniques de gestion permettant de contrôler une foule calme ou hostile. Le colonel Osama El Mogazi, chef de la police de la MINUSCA. Vous êtes l'un des symboles de l'État. À ce titre, toutes vos actions doivent être en conformité avec les standards internationaux en matière de gestion des manifestations ou des émeutes. Les modules qui vous ont été dispensés tirent leur fondement de ces standards. Alors, je vous demande de les appliquer comme ils vous ont été enseignés. En agissant ainsi, vous deviendrez des professionnels respectueux des droits des populations. Les forces de l'ordre attendent maintenant d'être déployées dans le pays. Un peu plus proche de nous, Togo, la commission électorale a proclamé les résultats provisoires des législatives du 20 décembre dernier. Oui, sous réserve de confirmation par la Cour constitutionnelle, ces résultats provisoires confèrent la majorité des sièges de l'Assemblée nationale au parti au pouvoir, l'Union pour la République, qui s'en sort avec 59 députés élus. 10 listes indépendantes et 6 formations politiques de l'opposition se partagent les 32 sièges restants avec à leur tête l'Union des forces de changement de Gilles Christ Olympio qui obtient 6 sièges. Organisé dans un contexte de crise et boycotté par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, le scrutin a enregistré un taux de participation de 59,25%. 850 candidats étaient en lice dans le cadre de cette consultation électorale. Merci, Bokar Al-Fakan. Le journal des sports de e-Radio. Et on enchaîne avec Seydina Abagay. Bonjour. Bonjour Mahmoudou. Football, le Giraffe de Dakar risque des sanctions disciplinaires après les violences qui ont entaché son match de Ligue des Champions. Oui, c'était au stade Léopold Sédar Senghor. Pourtant, les Médinois s'étaient imposés 3-1, mais ils ont été éliminés par le but à l'extérieur des Marocains qui a pesé sur la différence au score cumulé. Les Médinois qui recevaient le Wydad Athletic Club du Maroc ont basculé dans la violence à la fin du match parce que les supporters ont commencé à lancer des projectiles sur le trio arbitral, blessant l'un d'eux à la tête. Des actes de violence qui risquent de coûter cher au club de la Médina, selon Abdoulaye Makhtar Diop. Il est ancien ministre des Sports sénégalais, mais aussi ancien membre du comité éthique de la FIFA. Plus de détails avec Sekou Seydi. Abdoulaye Makhtar Diop est très remonté contre les supporters du Giraffe qui se sont attaqués au trio arbitral lors du match opposant leur équipe à Wydad Athletic Club du Maroc. L'ancien ministre des Sports estime que ces faits ternissent l'image du Sénégal. Le 9 janvier prochain, Inch'Allah, sera organisé à Dakar l'Africa Awards. Donc, à quelques encablures de cet événement, des incidents de cette nature vont vraiment ternir l'image du Sénégal qui a cultivé depuis de longues années l'allure d'un pays fair play, comme représenté dans le plus grand instance international. Donc, c'est l'image du Sénégal qui est ternie. Éliminé en Ligue africaine des champions puis renversé en Coupe CAF, le Giraffe risque gros, selon Abdoulaye Makhtar Diop. Les risques sont énormes de suspension, c'est même quasiment certain. La deuxième chose, c'est que le stade sur lequel on a joué ce match risque d'être suspendu. Donc, le Giraffe va être sanctionné. Le Sénégal va être sanctionné à cause des événements qui sont passés au stade Léopold Sédar Senghor. Et la fédération doit, je crois, prendre sur elle-même des mesures pour quand même parler au club. Pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise, Abdoulaye Makhtar Diop appelle les responsables de club à revoir le comportement des supporters qui accompagnent leurs équipes. En championnat de Ligue 1, Seydina, le Casa Sport n'arrive toujours pas à gagner. Effectivement, Mamoudou, rien ne va plus pour le club du Sud. Pourtant, il n'a jamais eu une entame de saison aussi catastrophique. Mais le Casa ne parvient toujours pas à gagner, comme tu viens de le dire. Le Casa a été contré au nul, un but partout par Dakar Sacré-Cœur. Un 6e match nul en 7 matchs pour le club de Ziguinchor. Mohamed Kandji.
L'équipe fagnon de la capitale du Sud s'enfonce davantage vers le bas du classement. Le Casa Sport a une fois de plus enregistré un match nul, le 6e depuis le début de la saison. Badara Sarr, l'entraîneur du Casa Sport. Vu le déroulement de ce match, je pense qu'on pouvait largement gagner ce match-là avec un score assez large parce que je pense que Dakar Sacré-Cœur n'a eu que cette occasion-là. Ils ont été peut-être réalistes, mais nous, on en a eu peut-être une quinzaine d'occasions. Donc je dis que nous perdons 2 points. Ce n'est pas un nul heureux. Pour l'entraîneur des visiteurs, l'objectif est bien atteint. Dans ce match, il était question d'empêcher le Casa Sport de développer son jeu. Bruno Rochard est l'entraîneur du Dakar Sacré-Cœur. J'avais dit, si on fait nul, c'est un bon résultat. Si on gagne, c'est un exploit. Donc c'est un bon résultat. Alors c'est vrai que la première mi-temps, on a été beaucoup mieux. On a réussi à produire du jeu, à marquer un beau but. Mais sur l'ensemble du match, la deuxième mi-temps, on a été beaucoup plus en difficulté. On n'a plus tenu le ballon du tout. Et le Casa a des arguments qui nous ont mis en difficulté. Ils égalisent à la 90e. Après, ils peuvent égaliser peut-être avant. Donc le score nul est mérité. Avec ce énième match nul, l'inquiétude gagne de plus en plus les supporters du Casa Sport. Le club de Ziguinchor devra réagir de fort belle manière lors des prochaines journées pour signer sa première victoire de la saison. Changement de décor, taekwondo, Balla Dièye porté à la tête de la fédération sénégalaise. C'est l'un des athlètes les plus titrés du sport sénégalais. C'est un athlète pur, l'un des meilleurs palmarès du taekwondo. 2 fois champion d'Afrique et 2 fois médaille de bronze au championnat du monde, Balla Dièye est depuis hier le président de la fédération sénégalaise de taekwondo, un poste qu'il veut mettre à profit pour mieux valoriser le taekwondo sénégalais au niveau mondial. Son principal objectif est de bien préparer les Jeux olympiques de 2022. Écoutons Balla Dièye au téléphone de e-radio. En fait, nous avons un programme de détection qu'on va mettre en place avec la direction technique et qu'on va mettre en place très rapidement. Ce programme s'articule sur des détections parce que nous allons créer des pôles au Sénégal parce que nous avons 4 pôles qu'on va mettre en place au Sénégal, notamment à Dakar, Diourbel, l'université de Gaston Berger et à Tambacounda. Parce que dans ces zones-là, nous avons des centres qui ont été créés par le COICA. Donc à partir de là, nos coachs nationaux vont faire le déplacement pour faire des détections des jeunes âgés de 14 ans qu'on va préparer jusqu'au jeu de 2022 et qu'on va mettre un programme spécifique où on va faire des sélections avec des critères vraiment très pointus qui va nous permettre en fait de les mettre en orbite pendant 3 ans avant les Jeux olympiques de 2022. Donc nous aurons un programme de détection très efficace et un programme d'entraînement qu'on va mettre en place, des stages qu'on va mettre en place au niveau national et international pour permettre en fait nos jeunes d'être prêts avant les Jeux olympiques de 2022. C'est tout pour l'actualité sportive de ce midi. Un plaisir de l'avoir partagé avec vous et avec les auditeurs de e-radio. Merci Seydina Abagué. L'info en continu sur www.imedia.sn. Le portrait du jour, il est au cœur de l'actualité depuis mercredi dernier. Il a coordonné l'équipe qui a opéré les 2 sœurs jumelles nées siamoises. Malheureusement, une des sœurs est décédée. Nous vous proposons le portrait du professeur Gabriel Ngom, un passionné de médecine né à Kaolack avant de monter à Dakar pour poursuivre ses études. C'est un portrait signé Ousmane Gueye. Entre la médecine et le professeur Gabriel Ngom, c'est une vieille et longue histoire qui démarre au petit village de Khalambas qu'il a vu naître à Kaolack. Après un bac S1 au lycée Valdiodio Ndiaye, ce fils de ménagère et d'un ancien travailleur à la Sonacos décide de s'inscrire à l'UCAD pour assouvir sa passion, porter un jour la blouse blanche. Gabriel Foudngel, pour le serreur qu'il est, en plus de raffoler de Thiebodjen Bouwer, intègre au sortir de la fac médecine les hôpitaux pour devenir interne en 1996. Titulaire d'un doctorat de médecine, d'un diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale et d'un autre en chirurgie pédiatrique, l'agrégé de médecine en 2008 devient assistant à la fac avant d'obtenir son premier poste à Dantec. C'est là-bas où il a assisté à la première opération de bébé siamois sous la conduite du professeur Mamadou Ndoye. L'ancien élève à Gabriel Ngom, satisfait de la conduite de son maître, Jean-Baptiste Diouf. Très professionnel, compétent et vraiment dont les capacités personnelles humaines basées surtout sur la simplicité ne sont plus à démontrer. Donc, c'est un de nos collaborateurs en tant que chirurgien pédiatre à qui nous référons tous nos malades et qui s'en occupe vraiment avec une gentillesse extrême. Monogame, père de 3 enfants, Gabriel, 49 ans aujourd'hui, a été lui aussi marqué par plusieurs hommes au cours de sa carrière. Plusieurs hommes dont le professeur Adrien Diop. Ce professeur constitue une référence parce que c'est quelqu'un d'abord qui a des valeurs
en tout cas, qui était tout le temps à l'hôpital. Et même quand il est parti à la retraite, il a continué à former les jeunes pour qu'ils deviennent des agrégés. Donc jusqu'à la dernière année de son décès, il continuait à former les jeunes qui allaient à l'agrégation. Réputé humble dans son métier, le professeur Ngom se dit plus que jamais convaincu qu'il faut toujours redoubler d'efforts, notamment dans le secteur de la santé. Professeur Gabriel Ngom, un exemple. Une semaine après le prolongement de la FIDAK, et oui, ce n'est pas fini, un prolongement qui coïncide avec les fêtes de fin d'année, les visiteurs ne viennent pas nombreux. Autant dire que Noël et l'approche du Nouvel An n'ont pas boosté la foire comme l'espéraient les exposants. Youssouf Konté, reportage. Rien qu'en se mettant au portail de la foire, le constat est frappant. Pas de grande affluence de la part des visiteurs. Ce que confirme Alpha Oumar Diallo, exposant que nous avons trouvé au pavillon orange. Il est même surpris. Par rapport à l'année dernière, cette année, on n'a pas du tout senti la présence des vendeurs. Pire, c'est comme s'ils ne sont pas au courant du prolongement de la durée. Assertion Kantabadian, une autre exposante venue de Kaolack, conforte. À vrai dire, c'est tout au début que les visiteurs venaient, mais maintenant, on ne voit personne. Toutefois, il y en a quand même certains qui sont venus, disent-ils, pour redorer l'image de leur maison. Martin Faye, teint clair, accompagné de sa femme et l'un d'eux. C'est l'occasion vraiment de rénover les choses de la maison, de revoir la déco d'intérieur et également de trouver des produits qui sont accessibles. Noël ou fête de fin d'année, bon nombre d'exposants disent ne pas sentir l'effervescence. Certains pensent que c'est à cause de la conjoncture. GD16 vous offre la revue de presse. Et on retrouve la voix d'Ousmane Gueye. C'est peut-être l'une de ses résolutions pour 2019. Idrissa Seck ne va plus critiquer la gestion de Macky Sall. Le président de Rewmi, à la une presque de tous les journaux ce lundi, a pris la parole après un long silence et c'est pour se rendre à l'évidence. Je ne reviendrai pas sur les différentes polémiques, ce n'est pas nécessaire, explique l'ancien Premier ministre dans Les Échos. La phrase est aussi mise en exergue par la Tribune, selon qui le candidat de la coalition Idy 2019 s'engage à ne plus prêcher dans le désert. Mais attention, Idrissa n'en a pas fini avec les pics. Ceux qui ont vu dans sa longue absence de la scène politique une extinction de sa voix, voire une maladie mystérieuse, en ont pris pour leur grade à la page 3 de Le Témoin. Cette sortie contre les calomniateurs et diffamateurs, pour reprendre le leader de Rewmi, fait dire à l'AS que l'ancien maire de Thiès solde ses comptes. Lors de son investiture hier par le mouvement des forces démocratiques sénégalaises, Idrissa Seck a révélé avoir parcouru le Sénégal du nord au sud, d'est à l'ouest, non sans avoir rendu visite à la diaspora. Au final, il a pu écouter, rapporte-t-il, enseignants, agents du secteur de la santé, paysans, transporteurs, et c'est la synthèse de toutes ces rencontres qui va inspirer son programme sur la route de la présidentielle. Seulement, pour vaincre Macky Sall, l'opposition doit s'unir et c'est ce qui fait défaut au regard de la dispersion des acteurs. Mamadou Diop Decroix, Aïssata Tall Sall, Karim Meïssa Wade, Khalifa Ababacar Sall, chacun voulant conquérir en solo le suffrage des Sénégalais. À ce compte-là, il faudra revoir les stratégies pour Thierno Bocoum et pour marquer les esprits, le patron de Agir jette l'éponge. Oui, Bocoum n'est plus de la course et il le fait clairement savoir à la une de Les Échos. L'ancien député de la 12e législature regrette donc les nombreuses candidatures. Mais ce qui lui fait mal le plus, c'est que, précise-t-il, les offres programmatiques sont très identiques, d'où une nécessaire mutualisation pour créer les conditions d'une alternance en 2019. Karim Wade fera-t-il partie des candidats dont on pourrait espérer une troisième alternance, comme il le dit lui-même dans son enregistrement audio? L'État, en tout cas, ne se laisse pas faire et les signes ne manquent pas pour s'en convaincre. À la page 5 de Libération, Cheikh Mbacké Guissé écrit que l'agent judiciaire a déposé ses réponses aux 2 requêtes de Wade Fils auprès de la CEDEAO. En gros, si on en croit les confrères, Antoine Félix Diome a balayé tous les arguments du candidat des libéraux qui estimait que ses droits ont été violés pour l'écarter de la présidentielle. Le chef de l'État absent lors de l'ouverture du 5e sommet ordinaire de l'organisation communautaire à Abuja, comme le signale Sud Quotidien, est à Louga, souligne Libé. Macky Sall en terrain conquis, titre le journal, tandis que l'AS s'attarde sur le déplacement présidentiel au ranch de Doli, lequel va désormais porter le nom de Feu Djibo Letika, une façon de rendre hommage aux natifs du Djolof décédés le 14 septembre 2017. L'occasion a été une nouvelle fois saisie par le patron de l'APR pour sermonner les responsables
de la localité. Le dossier le plus délicat qui soit dans cette zone où les chefs sont plus que jamais divisés, rapporte encore l'AS, non sans relayer la fatwa de Serigne Mbaye Sy Mansour contre les pyromanes. Oui, pour le khalife général des Tidjanes qui met en garde les acteurs politiques en perspective de février 2019, les dénigrements, accusations et autres calomnies constituent aujourd'hui les seuls et uniques programmes des candidats. La hantise de la violence électorale, la hantise d'un toit aussi. Enquête consacre un dossier à l'éternel casse-tête de l'immobilier à Dakar où ce sont les pauvres qui trinquent tandis que les riches en profitent au moment où l'État, visiblement impuissant, laisse faire. En sport, la hantise également de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, hantise plus précisément d'une non-participation pour Karamboche. L'international sénégalais le dit à la une de Stade: si on ne m'appelle pas pour la CAN 2019, point de suspension. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de ce midi, le rappel des titres. Noël, la commémoration de la naissance du Christ demain, 25 décembre, le réveillon ce soir. Très attendu, la traditionnelle messe de minuit. Déclaration de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, lance un appel pour une élection présidentielle libre, transparente et sans violence au Sénégal. Le pape François s'adressera à la ville et au monde entier. Rome et le Vatican sont placés sous haute surveillance. Des milliers de fidèles attendus sur la place Saint-Pierre pour écouter le chef de l'église catholique. Le gouvernement sénégalais en Père Noël baisse de 1000 francs des tarifs de l'autoroute à péage Dakar-AIBD. La mesure annoncée par l'APIX est effective à partir d'aujourd'hui. Et puis, mort de l'étudiant Fallou Sène à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Un dossier au point mort, dénonce l'avocat Hassan Diomandiaï. L'étudiant a été tué il y a 6 mois lors d'un affrontement avec des gendarmes dans l'enceinte de l'université. Édition présentée avec un immense plaisir par Mahmoudi Brakan, Aliou Diassé à la technique, réalisation Mohamed Kandi, Kolo Cissé à la vidéo pour notre chaîne YouTube Salimto. Juste après, nous entendrons Migui Maram Ndiaye dans 2h19 et puis ce sera le tour du duo Sile Mouniol Tonton Ada. 13h, le journal en Wolof Khalifa Diakhaté. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit et joyeux Noël.